Salut salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour un nouvel update, mais graphique cette fois. Moi je le tourne le même jour que le dernier update lecture que vous avez eu il y a logiquement une semaine. Et mon voisin vient de décider d'écouter de la musique. Voilà, donc pareil, normalement vous ne l'entendez pas, mais je suis désolée si vous l'entendez, mais maintenant que je suis lancée et installée, je vais quand même filmer cette vidéo, d'autant que particulièrement cet update, il faut que je le filme aujourd'hui parce qu'il est temps que je ramène les BD que j'ai empruntés à la bibliothèque. Donc je peux pas décaler le tournage de cette vidéo, c'est pas possible. Et j'espère que ça ira pour vous en termes de son. En tous les cas, on va commencer avec les contes des cœurs perdus. Ici le tome 7, il me semble, qui s'appelle Merlin. C'est ça, c'est le tome 7 et en fait, du coup c'est une saga écrite par Loïc Clément et chaque tome est illustré par un illustrateur ou une illustratrice différente. Ici les illustrations sont de Carole Morel et en gros... dans la saga, je dirais qu'il y a une sous-saga qui se suit et il y a des personnages qui reviennent un petit peu. Et ici, c'est un peu le tome 3 de cette sous-saga. Le tome 1, c'est Chaussette, le tome 4, c'est Jeannot, et donc le tome 7, Merlin. Ces trois-là, pour moi, sont à lire vraiment dans l'ordre parce que il y a une suite logique, il y a une suite cohérente. Ici, on va y suivre Merlin, donc, qui est un jeune garçon un peu perdu dans sa vie. Il est à cheval entre la préadolescence et l'adolescence, vraiment le moment de pareil, il faut que tu te poses 1000 questions. Il sait pas trop vers qui se tourner, c'est l'âge où même si t'es proche de tes parents, tu commences à ne plus vouloir leur dire les choses et en même temps si tu dis tout à tes potes, ça risque de te retomber dessus derrière, du coup t'as pas très envie. Il tombe amoureux pour la première fois et pareil, il sait pas comment le dire à la personne de qui il est tombé amoureux, du coup il est un peu... voilà, il est un peu perdu au milieu de tout ça et il y a un personnage dans sa vie qui le voit faire ça, qui le voit s'isoler un peu de tout le monde, être un peu perdu dans sa vie et qui décide, tout en lui laissant l'espace dont il a besoin, de ne pas le lâcher, de lui montrer que cette personne est là pour lui, qu'elle sera toujours là pour lui et que même s'il repousse tout le monde, cette personne restera là. Et je trouve ça très beau, je trouve ça vraiment, vraiment très, très cool. Et donc, cette personne-là, on l'a déjà vue dans les autres tomes que je vous ai cités. Et franchement, je trouve ça hyper chou, hyper mignon. C'est des moments pas faciles de la vie. Et je voudrais bien vous montrer une planche, mais ça va vous spoiler. Vous allez voir les autres personnages et j'ai pas envie de vous montrer. Voilà, dans les tomes de la saga des contes perdus, on aborde des thématiques assez difficiles comme la dépression, la perte d'un être cher, ce genre de choses. Ici, la thématique est peut-être un peu moins lourde, voyez, mais en fait, c'est fait de manière extrêmement humaine, c'est extrêmement touchant. Ça aborde les relations humaines de manière générale et je trouve ça magnifique. Voilà. Ensuite, j'ai lu Les Crocs, donc l'intégrale de Léa Mazet. Pardon. En vrai, j'ai pas tout lu. J'ai dû lire un tome et demi, donc il y a la trilogie complète là-dedans. Et au bout d'un moment, voilà, j'ai trouvé ça lourd et je me suis dit, vas-y, je ne comprends pas la réaction des personnages ici. Ça n'a aucun sens. En fait, c'est le genre de réaction de personnages qui réagissent précisément comme ça parce que ça sert l'histoire. Parce que s'ils réagissent pas comme ça, l'histoire pourra pas se dérouler comme l'autrice l'a prévu. Et c'est trop gros, ça se voit en fait. Enfin, genre, je suis en mode, mais personne ne fait. Enfin, si vraiment il y a des gens qui font ça dans la vie, c'est tellement triste, c'est tellement dommage en vrai. Je vais vous montrer une planche du début ici. Voilà. Ça ressemble à ça à l'intérieur. Et en gros, ici, on y suit. Je sais plus comment il s'appelle. Colin et Céline, je crois. Un truc comme ça. Ils ont deux prénoms qui commencent par un C. Ils sont frères et sœurs. Je crois qu'ils sont jumeaux en vrai, puisqu'ils sont dans la même classe. Et donc voilà, on les suit tous les deux. Ils vont à l'école, ils doivent être au collège, un truc comme ça. Et ils sont clairement harcelés à l'école. Ils sont un peu le souffre-douleur de la classe. Principalement parce qu'ils vivent à côté du cimetière, étant donné que leurs parents tiennent une agence de... Ils tiennent une agence de pompes funèbres, pardon, j'avais totalement perdu le mot. Et alors en fait, il y a plein d'incohérences selon moi, parce qu'il n'y a pas besoin d'habiter à côté du cimetière, même si t'es pompe funèbre. Enfin genre,
Mais bref, ils habitent genre vraiment... T'as l'impression que leur maison est limite dans le cimetière, et donc évidemment tous leurs camarades se moquent d'eux, ils disent qu'ils puent la mort, qu'ils sentent la mort, enfin bref, qu'il faut se doucher, qu'il faut se laver, enfin c'est vraiment assez violent à l'école, et ça ne s'arrête pas là, puisque au début du tome 1, je dirais du coup, un des deux enfants va un petit peu se rebeller contre ses camarades, et c'est lui qui va être puni, c'est eux qui vont être exclus du collège, les parents les disputent, ils leur crient dessus, ils font en mode mais on fait pas ça, mais ça se fait pas, voilà. Et alors oui, il faut disputer ton enfant quand il se comporte mal à l'école, mais ça serait aussi pas mal de se demander pourquoi il fait ça. Et c'est vraiment ce cliché de les profs ne voient que quand c'est eux qui parlent en cours et qui font des bêtises, et jamais quand ce sont leurs camarades qui les insultent pendant le cours. Et vraiment, c'est... Enfin, au bout d'un moment, t'es en mode, mais what the fuck. Et ce qui m'a fait abandonner, c'est que, je vais pas vous dire la scène exactement, mais à peu près au milieu du tome 2, je dirais, les enfants font quelque chose. En fait, ils découvrent quelque chose et ils informent leurs parents. Ils disent à leurs parents ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont trouvé, et ils montrent à leurs parents ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont trouvé. Et les parents, la réaction des parents, c'est « Oh là là, c'est vous qui nous avez fait une blague, franchement c'est pas drôle ». Mais vous croyez vraiment que si c'est eux qui avaient fait la blague, ils vous auraient appelé pour vous montrer ce qu'ils ont trouvé alors que c'est eux? Enfin, j'étais en mode, mais je veux bien que les parents soient dans leur routine, j'en parlais dans le dernier update lecture que moi je viens de filmer, tu vois. Je veux bien que les parents soient en mode métro, boulot, dodo, préparer les trucs et tout, et qu'ils voient pas tout, mais à un moment donné, faut arrêter de continuellement engueuler tes enfants. Enfin, genre, j'étais en mode, mais c'est lunaire, quoi. Ils ont trouvé un truc absolument terrifiant, absolument horrible. Ils sont en panique totale. Ils viennent chercher leurs parents pour aller leur montrer ce qu'ils ont trouvé. Et la réaction des parents, c'est quoi? Vous avez fait une bêtise? Mais franchement, vous avez que ça à faire? Moi, j'ai pas que ça à faire de m'occuper de ça. Mon fils est dans votre chambre, je vais plus vous voir. J'étais en mode, mais... Et encore une fois, cette réaction sert l'histoire. Parce que si les parents, à ce moment-là, ne réagissent pas comme ça et croient leurs enfants et sont avec eux et tout, bah, y a pas l'histoire comme l'autrice l'a prévu, vous voyez. Et j'étais en mode, mais enfin, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, vraiment. Y a pas grand-chose qui va dans ce livre. Je l'avais mis dans ma palle du mois de mai, donc la palle du mois de la fantaisie. C'est pas vraiment de la fantaisie ni même du fantastique. Il y a une mini-enquête qui se met en place, et c'est d'ailleurs ce que trouvent les enfants au cours de cette enquête qui m'a fait abandonner le livre au final. Mais vraiment, en fait, c'est l'histoire de deux enfants, deux jumeaux, contre le reste du monde. Vraiment, tout le monde est contre eux, et dès qu'ils essayent de faire quelque chose et de s'en sortir, on est en mode vous faites n'importe quoi, vous allez être punis, vous restez dans votre chambre, vous êtes virés du collège. Enfin, il y a personne, enfin genre vraiment j'étais en mode mais les pauvres quoi, genre y a personne qui les aide. Et bref, voilà, je trouve ça triste et vraiment vraiment horrible quoi. Le livre suivant, franchement j'ai été très déçue, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. C'est peut-être un peu trop jeunesse, un peu trop enfantin pour moi, mais vraiment j'ai trouvé ça... En fait ce qui est vendu dans le résumé est à 1000 lieues de ce qui se passe dans les BD. Donc, j'ai lu le tome 1. Bienvenue à Wondertown de... je crois que c'est Péroumont et Vellman. Je crois que c'est un P. Ou un H. Oh, je sais plus. Écoutez, ils ont qu'à écrire avec des polices qu'on arrive à lire, hein, parce que moi ça me fatigue. Et donc le tome 2, c'est Gilly Gilly à Wondertown, des mêmes auteurs et illustrateurs. J'ai pas lu le tome 2 du coup, parce que vraiment, le tome 1, j'ai trouvé ça, mais fade par rapport au résumé, quoi. Le résumé, c'est vilanté par la magie la plus terrifiante, les gangsters les plus barjots et les monstres les plus bizarroïdes, la durée de vie d'un enfant des rues dépasse rarement 3 mois. Ça a l'air d'être une ambiance de malade, vous voyez, de la magie, des bandits, je me suis dit vas-y go. Et en fait, tu te retrouves à suivre un adolescent de peut-être 14-15 ans qui est en charge de 4-5 enfants de 6 à 8 ans, un truc comme ça, tu vois. Ils vivent effectivement dans la rue, et l'adolescent essaye de se débrouiller comme il peut pour aider les enfants et tout, mais j'étais en mode, où est le danger? Où est la magie? Oui, on suit des orphelins dans les rues d'une grande ville, c'est triste, bien sûr, je dis pas, mais moi je m'attendais à, je sais pas en fait, de la magie, ouais, enfin...
magie terrifiante, barjo, bizarroïde, enfin genre, j'étais en mode, mais voilà. Et aussi et surtout, on n'est pas sur une BD avec une histoire, il y a 4 petites histoires, il me semble, à l'intérieur de cette BD, et franchement, bah j'ai pas... Alors oui, il y a un moment donné, il y a une histoire avec un gnome, un espèce d'elfe, je sais pas quoi, mais si c'est ça la magie, j'étais en mode... Enfin vraiment, j'ai été très déçue, je m'attendais à beaucoup plus de magie, de côté fantastique, du côté merveilleux, j'étais en mode, ben c'est pas ce qu'on m'a dit dans le résumé, tu vois. Donc voilà, vraiment assez déçue. Ça ressemble à ça à l'intérieur. En plus, c'est pas très coloré, c'est pas très... C'est assez sombre dans la colorimétrie et dans les dessins. Et ouais, je sais pas, j'ai pas... Moi, je m'attendais à un truc jeunesse, plein de magie, de rebondissements, d'aventures. Et j'ai trouvé ça plat, au final. Du coup, très déçue. Et pour finir, j'ai lu la duologie, le livre d'Ella, je vais le dire comme ça, écrite par Séverine Delacroix et Violette Grabski. Donc le tome 1, La rune des deux mondes, et le tome 2, L'esprit du cheval. Je vous le montre et je vais garder que le tome 1 dans la main parce que c'est quand même un peu lourd. Et en fait, j'ai été un peu déçue par le tome 2. J'avoue. J'ai beaucoup aimé le tome 1, j'aime beaucoup les dessins et j'adore ce genre de double page avec pas énormément de texte où t'es juste dans le livre, dans l'univers. Mais en fait, j'ai trouvé ça un peu trop en surface. On n'a pas assez de détails sur l'univers, l'ambiance. Il y a beaucoup de créatures. Et pour vous faire un résumé, franchement, ça va être compliqué. On est en l'an 1572 et donc on suit Ella, une jeune fille. Tu comprends assez rapidement qu'elle n'est pas vraiment humaine. Elle est issue d'un peuple avec de la magie, mais on sait pas trop quoi. Et franchement, jusqu'à la fin, je suis pas très sûre de quel peuple elle vient. Mais elle a été confiée à une famille humaine quand elle était petite, parce que sa mère, bref, il s'est passé des trucs, tu vois. Et donc voilà, elle est élevée comme ça. Et puis il y a plein d'esprits de la forêt, il y a plein de lutins, il y a plein de créatures un peu qui sortent de n'importe où tout au long de l'histoire. Et en fait, au lieu de te poser le contexte au début, c'est au fur et à mesure que les créatures et les personnages sortent de nulle part et au bout d'un moment, je n'arrivais plus à les différencier les unes des autres. Il y a pas mal de créatures liées aux arbres, liées à la forêt, liées aux animaux, liées aux humains et dans ma tête, ça a fait vraiment un espèce de fouillis mélange pas très fun et j'étais un peu perdue. Et au milieu de tout ça, Ella essaye de comprendre ce qui se passe. À un moment donné, elle doit quitter les humains avec qui elle vivait pour les protéger eux. Et puis elle part avec un espèce d'esprit de la forêt pour une espèce de quête d'identité. Mais enfin, j'ai adoré l'ambiance, j'ai adoré les dessins et vraiment euh, l'univers tel qu'il est dessiné, genre vraiment. Mais sinon, j'ai trouvé ça un peu trop brouillon en fait. Peut-être que c'est moi qui n'ai pas réussi à tout comprendre et que c'est très bien écrit, hein, je dis pas. Mais ouais, vraiment, surtout dans le tome 2, on nous présente des nouveaux personnages, elle va dans une auberge. Il y a même des personnages, je n'arrive pas à savoir si c'est un homme ou une femme. Peut-être que c'est fait exprès, mais j'ai trouvé ça extrêmement confusant, extrêmement perturbant. Et je pense que j'ai décroché à un moment donné du tome 2 et je me suis reconcentrée sur la fin pour lire la fin. Et du coup, je en mode, ça sort un peu de nulle part. En même temps, si ça fait 20 pages que t'as pas vraiment lu, forcément tu comprends pas tout. Mais ouais, vraiment, j'ai trouvé ça un peu comme un rêve. Vraiment, c'était comme dans un rêve. Et quand tu te réveilles, t'as des vagues souvenirs, des vagues brides, mais tu comprends pas tout. Et en même temps, ton rêve n'a rien de cohérent parce que c'est un rêve, vous voyez. Et ben ça m'a fait le même effet. Vraiment. C'est dommage parce que, en fait, ça m'a fait ça principalement avec le tome 2. J'ai vraiment beaucoup aimé le tome 1. Mais le tome 2, vraiment, j'ai pas. Peut-être que j'ai laissé passer trop de temps entre ma lecture du tome 1 et celle du tome 2. Peut-être qu'il y aura un tome 3. J'ai pas l'impression, franchement, j'ai pas l'impression qu'il y aura un tome 3. Mais ouais, je vous montre une planche comme ça. Franchement, je les trouve trop belles. J'adore les grands dessins comme ça. Mais ouais, j'ai été un peu déçue par le tome 2 et c'est dommage. Du coup, c'est la fin de cette update et de cette vidéo. J'espère qu'il vous a plu. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.